Bienvenue sur la Voie de la Vérité, la radio de l'Église évangélique Philadelphie.
Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Parlons Santé sur la radio Voix de la vérité de l'Église évangélique à Philadelphie, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a encore fait grâce d'être ici en arrière de ces micros pour vous présenter votre émission de prédilection Parlons Santé. Et tout de suite, invitons notre Seigneur à prendre place au cours de cette émission. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous nous approchons devant ta majesté bénie pour te dire merci pour tes multiples grâces envers nous. Merci de nous avoir réveillés et de nous permettre, Seigneur Dieu, de passer cette journée sous ta divine protection. Prends le contrôle de l'émission d'aujourd'hui et permets, Seigneur Dieu, que nous tous qui l'écoutons, nous pouvons être bien outillés, bien informés pour améliorer notre santé, notre système de vie. Sois avec nous, dirige-nous. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen, amen. Sur ces notes de gaieté, c'est la vie. Nous allons continuer avec l'émission et on va aborder le thème du jour, c'est les caractéristiques du système de santé au Québec. Je dois dire que au niveau du Canada, nous avons deux types de gouvernement. Nous avons le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Donc nous sommes dans la province du Québec et c'est le provincial qui s'occupe de la santé en général. Donc, mais chaque province a son système de santé. Donc aujourd'hui, on va vous parler du système de santé au Québec. Pourquoi c'est important? C'est un déterminant à savoir parce que grand pile monde qui pas connaît comment bagala fonctionner ici et qui pensait que Ottawa c'est la même chose, c'est pas le même fonctionnement. Donc faut qu'on connaisse comment au Québec yo gérer santé. Donc là, tout de suite, on va faire place au docteur Franz. C'est lui-même qui va parler nous de tout système de santé au Québec. Disons qu'on va aborder d'abord le premier point qui va être les caractéristiques du système de santé au Québec. Et par caractéristiques, nous allons aborder en général trois aspects. Le premier aspect, c'est de rappeler que le système de santé au Québec est un système public. C'est-à-dire, c'est l'État qui gère la santé, c'est l'État qui agit comme principal assureur et comme principal administrateur. Donc, la première chose, c'est que c'est un système public. Il y a quelques éléments du privé qui agissent comme partenaires, mais c'est l'État québécois qui gère la question de santé des Québécois et des Québécoises. Donc, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de rappeler que la santé au Québec est gratuite. Alors, Mounio paraît mais trop nous dit gratis là, mais n'a pas ajouté les gratis pour les utilisateurs. Donc, quelqu'un n'a pas besoin d'argent dans sa poche ou sur sa carte de crédit quand il est au Québec
pour l'aller non clinique, pour l'aller caille docteur, pour l'aller dans l'hôpital. Donc, le système est organisé de façon à ce que la plupart des soins soient gratuits pour l'utilisateur. Nous va bailler quelques précisions un petit peu après. Et la troisième chose qu'il faut savoir, c'est que, étant donné qu'on avait dit que c'est l'État qui gère la santé au Québec, donc l'État gère cette santé-là à partir de son ministère que nous relève le ministère de la Santé et des Services sociaux. Moi, t'aurais fait en précision pour notamment les gens, bon, pour tout le monde d'ailleurs, c'est de voir que quand on ne parle pas seulement de santé, mais on parle aussi des services sociaux. Et les deux sont intégrés. Oui. Donc, c'est le premier élément. Nous continuons avec le fait que le système de santé au Québec, c'est un système qui est public, donc géré par la santé publique. Deuxièmement, c'est un système qui est gratuit, mais pour les utilisateurs, ça veut dire que les utilisateurs n'ont pas besoin d'avoir de l'argent en poche pour aller à l'hôpital, pour aller en clinique. Et puis, troisièmement, que le système s'organise sur un certain organigramme qui fait que nous avons le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui est important de se rappeler que le ministère s'occupe non seulement de la santé, mais des services sociaux. Et nous avons le ministère de la Santé et des Services sociaux en tête. Nous avons les ministres qui sont responsables de la gestion de ce ministère-là. Puis, bien sûr, nous avons un organigramme. Malheureusement, nous sommes en radio, donc je ne peux pas projeter l'organigramme, mais nous avons des partenaires. Nous allons voir les points un par un. Docteur Franz, c'est bien que vous expliquez comment le système fonctionnait, mais nous entendons qu'il y a parlé d'une affaire de période de carence. OK? Donc, parce que c'est un système, par exemple, si, par exemple, moi, fais vini dans le pays, et que moi, pas de droit, est-ce que je n'ai pas de droit, si je suis malade, qui ça pour me faire? Parce que je crois que chaque monde utilise une carte pour y aller, même si c'est gratuit, je dis les gouvernements, mais c'est ça qui compte arriver, ou on n'a pas de carte, ça. Donc, dans ce cas-là, qui ça on est capable de faire? Bien entendu, nous avons les gens qui sont des résidents au Québec, qui sont là depuis un certain temps, qui ont leur carte d'assurance maladie, la carte d'assurance de la RAMQ. Rappelons que les gens ont l'obligation de renouveler leur carte quand elle est expirée. Donc, c'est un point qui est important. Nous avons les gens qui viennent d'arriver au Québec, mais qui sont résidents québécois, mais qui viennent d'arriver. Donc, généralement, pour les nouveaux arrivants, résidents, ils vont avoir accès à la carte d'assurance maladie du Québec, mais ça prend un délai de 3 mois. Et c'est ce que le gouvernement québécois appelle la période de carence. Donc, c'est une période pendant laquelle la personne n'est pas couverte par le système public. Donc, si la personne a un problème, elle va se rendre à l'hôpital, elle va se rendre en clinique, mais elle doit défrayer elle-même les frais. Donc, dans la plupart des cas, les gens, ce qu'ils font, surtout s'ils sont au courant qu'il y a quelques problèmes de santé chronique, ils assurent qu'ils ont une couverture d'assurance privée pendant période ça ou période là, de façon à ce que eux-mêmes soient capables de couvrir et que s'il y a un problème de santé, que sont capables de faire. Donc, il faut se rappeler que les gens qui viennent d'arriver, il y a une période de carence de 3 mois avant d'avoir la carte d'assurance maladie. Puis, il faut se rappeler aussi qu'une fois sur le terrain, on entame les démarches au cas où arrive quelque chose. Oui, et en ce cas, je pense que c'est quelque chose sur laquelle on doit travailler beaucoup parce que je sais qu'au niveau des communautés, puisque je fais la mobilisation communautaire pour les communautés haïtiennes et africaines, ils se plaignent de cette carence-là parce qu'ils sont un peu limités par rapport à leur santé, le fait d'attendre ce délai de carence, ça nuit. Donc, vous, en tant que médecin aussi, vous devez aider les organismes qui luttent pour réduire ce délai de carence. Exactement. Il faut se rappeler aussi que tout ce qui se fait en matière de santé au Québec est fait à partir de lois. Donc, s'il faut faire des changements, il faut aller, faire le lobby pour qu'il y ait des changements au niveau des lois. Ce que je peux ajouter aussi pour les gens qui viennent d'arriver, c'est qu'on avait parlé la dernière fois d'organismes communautaires.
il y a certains organismes communautaires qui se donnent comme responsabilité d'accompagner ces nouveaux arrivants-là et qui n'ont pas accès à la carte d'assurance maladie. Et il y a plusieurs là-dedans qui sont capables qu'on est une fois sur place. Donc, si pendant leur période de carence, ils ont un problème de santé, le ça, ils sont capables de contacter une organisation qui est capable d'aider. Mais effectivement, c'est une lutte à continuer parce que souvent, ça a causé plusieurs problèmes. L'autre élément que je voulais ajouter aussi, ça c'était la catégorie des gens qui arrivent, qui sont des nouveaux arrivants, mais qui sont des résidents. Nous avons aussi des nouveaux arrivants qui sont des demandeurs d'asile ou des réfugiés. Ces nouveaux arrivants, dépendamment de leur statut, l'État va s'organiser, généralement le gouvernement fédéral, pour bailler un papier d'assurance. On parle souvent du fameux PFSI, et, donc qui permettent que le programme de santé fédéral de santé intérimaire, qui permet à ces gens-là, les autres catégories, de pouvoir d'avoir accès à certains soins de santé, une bonne partie, mais tout en étant couvert sans avoir besoin de défrayer les soins. Il faut peut-être un élément que j'ajoute, et ça c'est fondamental. Quelle que soit la personne qui est sur le sol québécois, qui a une urgence, il peut se rendre dans n'importe quelle structure, particulièrement à l'hôpital, on va prendre soin de son urgence. Donc, son urgence va être gérée. Donc, les gens doivent se rappeler, se mettre en tête que s'il y a une urgence qui menace la vie notamment, il ne faut pas se dire, je suis en période de carence ou je n'ai pas d'assurance, je ne peux pas aller à l'hôpital. Parce que l'État a l'obligation d'offrir les soins d'urgence à toute personne. Bon, bien entendu, la question du paiement va se poser après, mais il faut se rappeler que c'est un élément important. Je dois aussi te dire que c'est important de souligner pour l'auditoire, c'est quoi les urgences pour nous, parce que ce n'est pas toute bagaille que vous considérez comme urgent. Exactement. Et pour ça, au fur et à mesure qu'on avance dans l'émission, on pourra faire certaines précisions. Par exemple, si quelqu'un, je vais prendre l'exemple par exemple de quelqu'un qui souffre de la COVID, qui a de la difficulté à respirer, qui ne peut même pas faire de pas. Fièvre importante, difficulté à respirer, c'est une urgence. La personne peut se rendre à l'hôpital. Si nous avons quelqu'un, par exemple, qui a une douleur thoracique, qui a l'impression qu'elle est en train de faire une crise cardiaque, là, ça, on y va. Si la personne est en train de faire un ACV, c'est-à-dire l'hyperdu, usage d'un côté et puis l'hypacap parler, ça c'est des urgences. Ces urgences-là, si la personne a une hémorragie importante, qu'elle soit enceinte ou non, qui dure quelques heures, mais c'est une hémorragie importante, c'est une urgence. Donc ces urgences-là, on les gère directement à l'hôpital, donc aux urgences, et puis généralement, il y a qu'à gérer directement. C'est bien pour nous connaître qui ça qui urgence, hein? Parce que des fois, ils se plaignent du fait qu'ils ont été à l'urgence, ils se présentent à l'urgence et qu'ils ne vont pas recevoir. C'est pour connaître que l'hôpital est là pour gérer urgence. Urgence, exactement. Puis peut-être un petit clin d'œil rapide, les hôpitaux ici, les urgences sont organisées par ordre de priorité. Ils ont la priorité 1, c'est t'arrives, on te prend en charge sur le coup. Donc ça, c'est des urgences avec lesquelles on ne joue pas. Comme je l'ai dit, une crise cardiaque ou une suspicion de crise cardiaque, un ACV ou une suspicion d'ACV, quelqu'un qui perd connaissance, non, ça, on y va directement. C'est ça le système de triage. C'est ça le système de triage. Il y a les urgences, en tout cas la priorité 2, qui est une urgence qui peut attendre un peu. Il y a la priorité 3, encore attendre un peu. Il y a la priorité 4, la priorité 5, qui sont en général des problèmes de santé qui pourraient être gérés en clinique ou juste avec un appel. Donc, en général, quand les gens arrivent à l'hôpital, ils sont classés priorité 4, priorité 5. Alors, généralement, c'est mon qui peut le perdre un bon petit temps. OK. Merci pour ces informations. Et on parle aussi de quand quelqu'un est absent du pays pendant plus de 90 jours. Qu'est-ce qui va arriver au niveau du Québec? Au niveau de Québec, si quelqu'un est absent, on va faire une correction plutôt au lieu de 90 jours, c'est 180 jours. 180. Absence répétée, ça fait à peu près 6 mois. Si quelqu'un s'absente du pays, il y a certaines exceptions.
Mais si quelqu'un n'est pas dans le pays et puis la personne revient au pays, la personne doit refaire une autre demande de carte d'assurance maladie ou contacter la RAMQ pour avoir une actualisation de sa carte d'assurance maladie. Et souvent, ces personnes-là peuvent tomber encore en période de carence. Mais comme exception, si quelqu'un est en dehors du pays pour le travail, cette personne-là, par exemple, les expatriés, etc., ils ne sont pas touchés. Mais si quelqu'un est en dehors du pays pour le plaisir, pour le tourisme, ou bien nous avons nos voyageurs habituels qui passent l'hiver et chez eux, qui passent l'été, le printemps ici au Québec. Donc, généralement, il faut s'assurer que le délai ne dépasse pas 180 jours cumulatif, si je ne me trompe. Sinon, on peut avoir quelques difficultés avec la RAMQ. OK. Et je trouve toujours le cas de certains jeunes, surtout, qui sont nés au Québec et qui viennent, qui disent, Madame, je n'ai pas de carte d'assurance maladie. Ou bien Bawel, ou bien l'expiré, ils viennent sans carte, et puis là, c'est un problème aussi. Exactement. C'est un problème dans la mesure où, dans un premier temps, si quelqu'un n'a pas sa carte d'assurance maladie pour n'importe quelle raison, par exemple, la carte d'assurance maladie est expirée, si tu arrives à l'hôpital, tu arrives en clinique, tu payes tes frais. Dans la plupart des cas, une des choses qui peut être faite, c'est que tu peux communiquer avec la RAMQ. Ils peuvent te donner une autorisation comme momentanée, le temps que tu établisses les procédures pour que ta carte d'assurance maladie revienne, donc la nouvelle carte. Mais par exemple, si non seulement tu n'as pas ta carte d'assurance maladie, mais en plus tu as été en dehors du pays pendant un certain temps, mais si tu as un problème, tu payes les frais. Et il faut rappeler que les frais de santé sont assez exorbitants en Amérique du Nord. Donc, c'est un problème assez important. Donc, moi, j'encourage tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes, tout le monde à toujours s'assurer que la carte d'assurance maladie est update, de façon à ce que si il y a une urgence qui arrive, que mon lui-même ne pas trouvé en difficulté. Parce que les frais peuvent être très, très exorbitants, surtout quand on a une urgence. Maintenant, tu viens de parler de la RAMQ. Hein? La RAMQ, mais il y a aussi d'autres régimes d'assurance. Donc, est-ce que vous êtes capable d'expliquer, Mounio, qui type de, parce qu'on parlait de assurance collective et autres pour les travailleurs, ceux qui travaillent aussi en milieu de travail, est-ce que vous pouvez expliquer les différents types d'assurance? Exactement. Et c'est ce qui permet de faire la différence entre un système gratuit et un système qui est gratuit pour les utilisateurs. Effectivement, le système de santé au Québec est pas mal géré par les régimes d'assurance. Donc, nous avons les régimes d'assurance publique. Exemple, avec la RAMQ, la Régie d'assurance maladie du Québec, nous avons une assurance hospitalisation. Donc, la personne peut être hospitalisée sans avoir à défrayer des frais. Nous avons le régime d'assurance maladie. Donc, quand quelqu'un est malade, donc la personne est couverte. Nous avons le régime d'assurance générale médicaments. Il faut se rappeler que certains médicaments sont couverts par la RAMQ ou la RAMQ couvre une partie de ces médicaments-là. Parce que le plus souvent, quand on va chez le pharmacien, on achète nos médicaments, il y a une bonne partie qui est couverte par la RAMQ si la personne ne travaille pas, par exemple. Mais il y a certains médicaments qui ne sont pas couverts par la RAMQ, que la personne doit payer de ses poches ou avec son assureur privé. Il y a aussi le système, certains services sont offerts à certaines personnes. Par exemple, si quelqu'un est sous aide sociale, il se peut que le régime pour les soins dentaires, pour les soins ophtalmologiques soit couvert. Quelqu'un qui a plus de 65 ans, les soins pour les yeux sont couverts. Quelqu'un qui a moins de 10 ans, les soins dentaires sont couverts, par exemple. Nous avons des régimes privés d'assurance collective. C'est pour ceux qui travaillent. C'est pour ceux qui travaillent. Et donc, ils peuvent, à ce moment-là, avec le travail, souscrire à un régime d'assurance collective. Et puis, bien entendu, il y a les régimes privés ou familiaux. Donc, c'est les personnes qui travaillent qui vont, avec une institution privée, se couvrir. Donc, on revient tout à l'heure, on fait une petite pause et puis on va continuer sur la question du système de santé et des services sociaux du Québec.
Nous voici de retour avec notre troisième partie de l'émission. On va parler du ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est quoi, Franz, la mission du ministère de la Santé et des Services sociaux? Comme on l'avait dit au départ, le système de santé québécois est un système public. Et en tant que système public, il y a un organisme qui chapeaute les soins de santé et de services sociaux. Et cet organisme public-là, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, qui a comme mission principale, j'ai été sur le site du ministère, il stipule littéralement que le ministère de la Santé et des Services sociaux a pour mission de maintenir, d'améliorer et de restaurer la santé et le bien-être de la population québécoise en rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux intégrés et de qualité, contribuant ainsi au développement social et économique du Québec. Bon, bien entendu, ça fait un pile français. Ça nous capable de retenir, c'est le ministère a pour mission de maintenir, donc par tous les moyens. Le ministère a la mission d'améliorer et de restaurer la santé. Et un exemple immédiat que nous avons, parce que la pandémie nous a permis de voir l'étendue de la responsabilité, encore de l'étendue de la mission du ministère. Donc, nous sommes en période de pandémie. Le ministère, représenté par le ministre Dubé, ici au Québec, gère la question de la pandémie. C'est le ministère qui gère. Et ainsi, non seulement pour s'assurer que les gens qui n'ont pas la COVID restent et soient protégés, qui permet d'améliorer l'état de santé aussi de ceux qui ont été atteints et qui permet aussi d'aider à un retour à la santé de base ou à une bonne santé, un bien-être pour tous ceux qui auraient été atteints. Et ça, c'est un élément important. L'autre élément qu'il faut rappeler aussi, c'est que cette mission-là couvre tous les Québécois et toutes les Québécoises, indépendamment de leur couleur, de leur âge, de leur origine ethnique, de leur langue, de leur appartenance religieuse. Et donc, tu es capable de citer encore plusieurs critères. Donc, en gros, la mission du ministère, c'est ça. Donc, si je me comprends bien, il y a un paquet de monde un paquet d'institutions qui supposaient en partenariat avec un ministère-là pour capable offrir un service adéquat à la population. Si tu prends l'exemple de la pandémie, où j'ai vu, on a parlé, certainement, il y avait, du point de vue économique, responsable de l'économie là, du point de vue, j'ai vu aussi le maire, qui portait la police aussi. Donc c'est tout le monde qui mettait ensemble pour que soient capable gérer pandémie ça. Exactement. Il faut rappeler qu'en matière de santé publique, là on va aller dans la santé publique un peu, que les paliers de gouvernement qui vont intervenir, chacun selon les lois canadiennes et québécoises, chacun sous son chapeau principal. Donc, plusieurs paliers du gouvernement vont intervenir. Nous avons le fédéral, par exemple, si on parle encore de pandémie, nous avons vu que pour la gestion de la pandémie, le fédéral s'est assuré, par exemple, pour la question des frontières, pour la question des vaccins, etc. Donc, pour la question des médicaments. Donc, c'est le fédéral. Nous avons, du point de vue provincial, comme je l'ai dit, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Puis, nous avons vu aussi que, en termes de politique, de stratégie, de lutte contre la pandémie, que chaque province a une stratégie différente. Et puis, bien sûr, il y a un autre palier du gouvernement qu'il ne faut pas oublier ni négliger, c'est le palier municipal. Donc, nous avons vu, par exemple, la chef hygiéniste, la docteure Drouin, si je ne me trompe, de Montréal, qui gère les éléments en lien avec Montréal. Et chaque palier de ces gouvernements-là va intervenir en fonction des organismes. Nous allons avoir deux groupes d'organismes en général. Il y a des organismes qui relèvent du ministère de la Santé publique, on va en parler. Donc,
en gros, ces organismes-là, c'est le ministre qui les gère, c'est le ministre leur patron. Il y a aussi des organismes qui sont des organismes, cette fois-ci, partenaires du ministère. Ces organismes ne sont pas sous la responsabilité du ministère, mais ils vont intervenir. On a parlé, par exemple, si on parle de la police n'est pas sous la responsabilité du ministère de la Santé publique, mais la police va intervenir en matière de santé publique et ça va être une intervention. Si on parle de l'éducation nationale, de l'éducation, donc le ministre de l'Éducation n'est pas sous la responsabilité du ministère de la Santé publique, mais il va intervenir toujours dans la question de santé publique. C'est ça qu'on appelle les services intégrés. Les services intégrés, exactement. Et parlons des aînés, là. Dans le système de santé. Oui. Et alors, un autre élément quelqu'un qui regarde, qui entend les gens parler de santé ici au Québec, on a un petit peu perdu, parce que nous tendons parler de ministre Dubé, qui aurait les ministres de la Santé. Nous tendons parler de ministre Carman, qui parlait tout de ministre de la Santé. Puis nous tendons parler de ministre, je crois que c'est Mme Blais, qui c'est dans la santé tout. Donc, en gros, ce qu'ils font, c'est que nous avons le ministère de la Santé, qui est responsable de la santé et des services sociaux. Nous avons un ministre qui est encore au ministère de la Santé, mais qui est un ministre délégué. Alors, c'est aujourd'hui d'ailleurs que j'ai pu clarifier cette affaire de ministre délégué. Le ministre délégué, en gros, son rôle, il a un chapitre du ministère qui est sous sa responsabilité. Donc, le ministre Carman, par exemple, gère la santé et les services sociaux. Donc, le chapitre de la santé et des services sociaux est sous sa responsabilité, mais le ministre Carman, c'est un ministre qui a comme boss le ministre Dubé en matière de santé et de services sociaux. Puis nous avons une autre ministre qui agit toujours en santé et services sociaux, c'est la ministre Marguerite Blais. Elle-même, elle intervient un peu plus, elle est une ministre responsable. Ils disent par exemple que les ministres responsables sont des ministres qui sont comme le ministre attitré. Donc, Mme Blais serait comme M. Dubé, mais elle s'occupe exclusivement elle-même de la santé des aînés. Et comme on l'a dit, elle est la ministre responsable des aînés et des proches aidants. Donc, mais elle, la différence avec le ministre Carman, c'est qu'elle, elle a son portefeuille, elle a une loi qui lui dit quoi faire, donc elle n'est pas sous l'égide de M. Dubé. Puis bien sûr, on est dans un contexte où tout est intégré, c'est-à-dire il y a le caucus des ministres, donc toutes les décisions se prennent à ce moment. Okay. Et il y a différents organismes qui relèvent quand même du ministère de la Santé publique et des services sociaux. Par exemple, en EMA Québec, où se situe-t-il? Ben, exactement. Donc, comme nous l'avons dit, il y a certains organismes qui sont sous la responsabilité du ministère. Donc, le ministre et leur boss. Nous avons des organismes qui sont des organismes partenaires. C'est des organismes qui, sous responsabilité ministérielle, nous avons plusieurs, que nous avons entendu parler. Nous avons EMA Québec. Et moun qui sorti à Haïti, c'est l'équivalent du centre de transfusion et c'est quoi, on a fait dans Croix-Rouge ici en Haïti. Donc, nous avons EMA Québec qui sont organismes publics qui a la responsabilité de la gestion du don de sang. Donc, il fait le don, il fait le recueil, etc. Donc, c'est sous la responsabilité du ministère. Nous avons aussi ce que nous appelons l'Institut national en santé publique du Québec. Et un coup d'œil encore pour les gens qui sont ici au Québec. Donc, le trio qu'ils appellent le trio santé. Nous avons le premier ministre, M. Legault, qui est le chef du gouvernement. Nous avons M. Dubé, qui a la responsabilité du ministère. Et puis, nous avons Dr Arruda, qui lui-même est le responsable de l'INSPQ ou le directeur de la santé publique. Mais le directeur de la santé publique, il est sous la responsabilité en tant que directeur. Il a comme boss le ministre de la Santé. Donc, le rôle de l'Institut en santé publique du Québec, l'Institut national de santé publique, que nous appelons encore l'INSPQ, c'est de gérer toute question qui a trait à la santé publique. En temps de pandémie, par exemple, c'est eux-mêmes qui baillent des recommandations, des notifications, etc.
Mais en dehors de la pandémie, par exemple, si j'ai un cas de chlamydia, par exemple, en clinique, je dois remplir un rapport et envoyer ce rapport-là à la santé publique qui va avoir comme responsabilité de vérifier des choses. De la même façon, si j'ai un cas de problème, par exemple, et quelqu'un qui a un problème, je vais dire, prenons un exemple, quelqu'un qui est dans un bâtiment et puis qui a l'impression que ce bâtiment-là n'est pas sécuritaire, gagne moisissure et tout, gagne amiante. Donc, je dois me référer à la santé publique qui va faire les démarches et qui va donner les recommandations. Nous avons aussi... Excuse-moi, c'est surtout au niveau de l'INSPQ qu'on fait la déclaration des MADO ou bien des maladies. Exactement, à déclaration obligatoire. C'est au niveau de l'INSPQ, de la santé publique, et puis bien entendu, il y a différents embranchements. Et nous gagnons tout l'Office des personnes handicapées du Québec, qui est un office qui s'occupe spécialement des personnes handicapées. Et puis ça fait... J'aime faire un coup d'œil par rapport à notre pays. Et tous les droits que les personnes handicapées ont, tous les efforts qui sont faits pour que ces personnes-là soient intégrées dans la société par rapport aux limitations que l'on a en Haïti. Nous gagnons la régie de l'assurance maladie du Québec, qui sont un organisme public, mais qui sous la responsabilité directe aussi du ministère. C'est lui-même qui est responsable, par exemple, la gestion de l'assurance médicaments, l'assurance des maladies. C'est lui-même tout qui est responsable, par exemple, en tout cas le partenariat avec les médecins spécialistes, les médecins et les médecins de famille. Et puis, bien sûr, nous avons l'Institut national d'excellence en santé publique et en services sociaux, qui est l'INES. L'INES est un organisme dont le rôle principal, c'est de faire des études, puis de publier, de faire des publications, et des publications sur toute matière. Un exemple simple, la maladie de Lyme ou la maladie de Lyme, qui est une maladie qui prend de l'ampleur. L'INES sort des recommandations, sort des publications pour la communauté de la santé. L'autre, nous doit citer tout, mais c'est pas mal ça. Le temps nous fait la guerre, donc au fur et à mesure aussi, si le besoin se fait sentir, on pourra revenir avec les autres institutions qui sont là pour apporter une amélioration au bien-être de l'individu. Mais je voudrais quand même que tu nous parles du partenariat public-privé au niveau du système de santé. Quels sont les partenaires du ministère de la Santé? OK. Je vais faire peut-être une petite précision. Généralement, ils vont parler de les partenaires publics-privés, PPP. Et la santé ici au Québec, c'est une bagaille qui utilise ça en pile. Et donc, le ministère de la Santé publique et des services sociaux, de la Santé et des services sociaux a des partenaires. Donc, le système de santé a des partenaires. Et nous avons cité seulement quelques-uns là-dedans. Nous avons par exemple les médecins omnipraticiens qui sont des partenaires du ministère et qui ne sont pas des employés en général. Il faut faire la différence entre les médecins qui travaillent à l'hôpital, parce que si un médecin travaille à l'hôpital, il peut être considéré comme un employé de l'hôpital. S'il travaille au CLSC, on y reviendra, il peut être considéré comme un employé du CLSC, mais en général, les médecins ici au Québec sont des travailleurs autonomes. Donc, il y a travail à tête, même si on a toute structure et que c'est RAMQ qui paye les actes qui posent. Nous gagnons tout, par exemple, comme autres partenaires, nous gagnons les pharmacies que nous appelons les pharmacies communautaires, les Jean Coutu de ce monde, les Family Prix, les Pharmaprix, c'est des pharmacies communautaires, donc qui sont dans la communauté, qui ont un certain rôle, parce qu'il y a une loi qui régit autour, mais qui, c'est des partenaires du ministère. Un exemple simple, c'est que pendant la période pandémie, le ministère a besoin de distribuer vaccins, donc les utiliser pharmacie pour aider le distribuer vaccins, parce que c'est des partenaires importants. Nous avons les services pré-hospitaliers d'urgence que j'aimerais, nous allons peut-être font parler rapidement sur les après. Nous avons des organismes communautaires que nous avons parlé dernièrement. Nous avons par exemple ce que nous appelons les ressources intermédiaires que nous avons parlé sur n'importe le tout. Puis nous avons les résidences privées pour aînés qui ne sont pas des résidences publiques et qui au même tout c'est des partenaires du ministère. Mais bien sûr, nous avons d'autres ministères qui sont des partenaires du ministère de la Santé. Nous gagnons tout, donc gagnons un paquet. Gagnons un paquet. Wow! C'était réellement important d'aborder un tel sujet. Ah, mais on pile l'information sur Donc, ceux qui peuvent aussi
aller sur le site de l'INSPQ, bien le site de la santé ministère. Publique du ministère. ministère. Ils vont trouver beaucoup d'informations, les organismes ressources aussi, pour avoir de l'information. Là, on arrive au service pré-hospitalier d'urgence. J'aimerais que tu nous apportes certaines informations là-dessus. Alors, ma bonne blague à la fin, pour me commencer, et ma PC fait le rapide. Je parlais à Florian, qui est mon fils plus jeune, qui a 8 ans. Puis lui, il voulait, souvent on parle de la police, etc., des interactions entre la police et tout. Lui, il veut plus porter de siège d'auto. Donc, il m'a demandé jusqu'à quel âge est-ce qu'il peut le plus en avant. Je lui ai dit, bon, je ne sais pas trop. Je devais vérifier. Il dit, bon, je sais ce que je vais faire. Je vais appeler le 911. Et puis, je vais demander au policier qui est à l'autre bout, jusqu'à quel âge est-ce que je dois avoir mon siège d'auto? Puis, je lui ai dit, OK, tu pourrais faire ça, mais avec la seule différence, il se peut que papa reçoive un ticket, une contravention que papa doit payer. Donc, je dis, mais pour qui ça, c'est pas juste? Il dit, parce que le 911 n'est pas là pour répondre à ces genres de questions-là. Et il y a pile de monde qui ici au Québec qui compte gagner des petites surprises comme ça. Donc, les services pré-hospitaliers, c'est des services qui sont là pour éviter l'engorgement, par exemple, dans les urgences, l'engorgement dans les hôpitaux. Tout est bien contrôlé là. Exactement. Donc, ces organismes-là vont orienter les gens en fonction du problème qu'il y a. Le premier organisme qui est très, très connu, c'est ce que nous appelons le service 911, 911 aux États-Unis, qui est un service d'urgence. Nous te font parler déjà tout à l'heure sur certains cas qui sont considérés comme des cas d'urgence. Donc, si quelqu'un a un problème et que la personne, même si c'est dans son bon droit, la personne considère que c'est une urgence, la personne appelle le 911. Okay. Il faut rappeler aussi que c'est un service d'urgence en santé et en services sociaux. Donc, ce n'est pas seulement en santé. Donc, ce qui fait que, un exemple simple, si quelqu'un se sent en danger, la personne appelle le 911. Et je le disais encore à mon fils que quand on appelle le 911, le système se met en branle pour qu'il y ait une patrouille de police qui arrive. Le premier répondant. Le premier répondant. C'est vrai, parce que très souvent, ils disent, bon, mais j'ai fait le 911 et je suis en danger, j'ai besoin de l'aide médicale, et puis voilà, ce sont des policiers qui arrivent. Il faut leur dire que c'est important aussi, que la police doit être le premier répondant, parce qu'on a enregistré pas mal de cas où les gens ont fait appel, qui sont en danger, et puis là, on doit sécuriser aussi la zone avant de... Exactement. Donc, la police survient, surtout celui qui arrive le premier, c'est celui qui est le plus proche. Ouais. Donc, il y a la police, il y a le service des ambulanciers, et puis il y a le service des pompiers. Donc, ces services-là arrivent quand on fait le 911. Mais en attendant, il y a quelqu'un au bout de la ligne qui écoute ce qu'on a et qui nous donne des recommandations en fonction du problème. Et si le problème, c'est plus un problème de menace, donc la personne va surtout envoyer la police. Si c'est un problème de santé, la personne va surtout envoyer les ambulanciers. Mais c'est pour les urgences. Et c'est fondamental. Ce qu'il faut rapporter aussi, c'est que les gens qui viennent là, avant les premiers répondants, ils ont de l'information en santé. Donc, nous n'avons pas besoin de peur depuis que son bagage n'a pas capoté. Il y a à faire appel à un lot, à une instance qui est supérieure. Mais ils ont quand même la formation. Et puis, se rappeler qu'ils sont tous formés en premiers soins. En premiers soins, c'est ça. OK? S'il faut une réanimation, s'il faut de l'oxygène, ils sont capables de le faire. Donc, c'est le premier. Il y a un service que nous négligeons beaucoup. Le 811, là, il faut en parler. Le 811. Le 811, c'est un service c'est une ligne téléphonique qui offre des consultations téléphoniques gratuites et confidentielles. OK? Gratuites et confidentielles, c'est des infirmières qui sont au bout de la ligne et qui peuvent orienter la personne en fonction de ce qu'elles entendent, en fonction de ce qu'ils ou elles comprennent. Donc, si on a un problème, un exemple, pied m'a fait mal, douleur a augmenté, me carré les 811, me dit, mon pied qui c'est pied gauche, ta cap fait mal, mais qui bolier, infirmière qui dans l'autre bout capable de dire, mais qui ça n'a fait, nous prenons tel côté, mais qui sont qu'à essayer, si ça n'a pas marché, mais qui sont capables de faire. Donc, c'est important que les gens se servent de ce service-là. Donc, des fois, c'est à distance, on a la solution là. Tout simplement, et puis personne n'a besoin de se déplacer. Et, exemple, quelqu'un a un bébé, le bébé a de la fièvre, 38, 37,
Donc, ça peut se régler. Donc, c'est le service 811. Et puis, bien entendu, et le service qu'il faut ne jamais oublier, c'est le service des ambulanciers, Oui. comme je l'ai dit, qui est souvent intégré au service 911. C'est ça. Malheureusement, on est arrivé à la fin de l'émission, Jean. Donc, je vais te laisser l'opportunité de conclure. On dira qu'on n'a pas eu le temps de parler du CIUS, des CLSC et tout ça. On reviendra là-dessus. Mais je crois que, Dr. Franz, on doit mettre fin à cette émission. Et tu pourras certainement aviser l'auditoire c'est quoi le prochain sujet qu'on va développer au cours du monde. Nous avons donc développé avec un plaisir immense et une responsabilité de partager avec nos auditeurs, nos frères et sœurs, et des notions sur le système de santé au Québec. Et nous avons parlé de plusieurs choses, mais nous n'avons pas pu aborder les notions, on dirait, des services intégrés, les CIS, les CIUS, les CLSC, les CHSLD. Donc, on se propose à une prochaine émission qui se fera un de ces jours, une de ces semaines, de revenir sur ces éléments-là. Je veux rappeler aux auditeurs que nous attendons leurs questions et que cela peut se faire encore une fois via l'adresse courriel radep@commercialphiladelphie.org. Et un autre élément que l'on se propose de faire, c'est vos questions peuvent être abordées sous deux formes, ou bien elles seront abordées lors d'une émission ordinaire de 60 minutes, ou bien on peut, quand on a des questions qui sont très pertinentes, très intéressantes, très pressantes, on se propose de faire des capsules qui peuvent être des courtes capsules pour pouvoir donner des réponses. Donc, ne négligez pas de poser des questions, de commenter aussi l'émission, de faire des suggestions, ça nous fera plaisir d'y répondre. Nous avons aussi discuté pendant ce premier mois d'août de la santé de façon générale. Le mois prochain, nous proposons peut-être pour nous parler d'un aspect assez négligé de la santé. Ce sera la santé psychosociale. Et probablement avec un petit clin d'œil particulier sur le niveau de l'éducation ou le milieu de l'éducation. Donc, moi, invitez-nous et pas rater une série d'émissions SAYO que nous pourrons faire pour le mois de septembre. L'an côté, nous pourrons discuter de la santé psychosociale. C'est pour moi-même, frère Franz, docteur Pierre, et puis avec l'autre bien-aimé que nous va présenter nous prochainement. Donc, encore une fois, n'oubliez pas que l'émission est pour vous, l'émission se fait avec vous et que l'émission ne peut pas se faire sans la prière. Parce que la santé, c'est un bien précieux que Dieu nous donne et comme bon gestionnaire, nous avons l'obligation d'en prendre soin. Et ceci pour nous, individuellement, pour notre famille, pour la communauté de l'Église, pour la communauté en général. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur Dieu, merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir conduits dans cette discussion que nous avons menée avec la grâce du Saint-Esprit. Nous te demandons, s'il te plaît, Seigneur Dieu, de faire toutes les corrections nécessaires pour nous dans les informations que nous avons communiquées et de permettre, Père Saint, à tout un chacun de prendre des éléments qui sont importants pour sa propre vie. Nous savons, Seigneur Dieu, que nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons être, Seigneur Dieu, de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.
Donne-nous donc, Père Saint, cette sensibilité à prendre les informations et à les utiliser. Nous savons que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne dans les siècles des siècles. Amen. Amen. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour une autre émission de Parlons Santé. Que Dieu vous bénisse. Marcher, écraser, briser. Ça fait une coupette, puis bois, pas ouais, arracher l'espoir.